Pourquoi tu ne disparais pas tout simplement? Les mots m'ont frappé comme une gifle alors que je me tenais dans l'embrasure de la porte de notre cuisine, tenant 2 sacs de courses que j'avais achetés après une journée de travail de 12 heures à mon atelier de réparation informatique. Ma belle-fille, Léa, n'a même pas levé les yeux de son téléphone en disant cela, ses ongles parfaitement manucurés tapotant l'écran avec ce rythme de privilège que j'avais fini par mépriser. Ma femme, Sophie, a levé les yeux de l'îlot central de la cuisine, entourée d'échantillons de tissus et de factures de sa boutique de mode, celle que je finançais depuis 3 ans alors qu'elle perdait de l'argent comme un tuyau percé. A regardé Léa, puis moi, et j'ai vu quelque chose de froid passer sur son visage. Tu sais quoi, a dit Sophie en posant son verre de vin avec une précision délibérée. On serait probablement mieux sans toi. Le sac de course a glissé de mes mains. Les pommes ont roulé sur le parquet en chêne massif. Le sol que j'avais posé moi-même il y a 2 étés pendant que Sophie se plaignait du bruit. Le lait a éclaboussé le placard que j'avais repeint au printemps dernier. Aucune d'elles n'a bougé pour aider à nettoyer. Je m'appelle Thomas Dubois, j'ai 43 ans, propriétaire de Dubois Solutions Info, une petite entreprise de dépannage informatique rentable que j'ai bâtie à partir de rien au cours des 15 dernières années. Je répare des choses pour gagner ma vie. Ordinateur portable cassé, disque dur planté, fichier corrompu. Je suis doué pour prendre quelque chose d'endommagé et le faire fonctionner à nouveau. Mais debout dans cette cuisine, regardant ma femme depuis 8 ans et la belle-fille que j'élevais depuis ses 9 ans, j'ai réalisé que certaines choses sont trop cassées pour être réparées. 8 ans, ai-je dit doucement, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. 8 ans que je suis ici, que je paie pour cette maison. Que je te paie ton école de commerce privé, Léa. Que je finance ta boutique, Sophie. Et c'est ça que je reçois. Léa a enfin levé les yeux de son téléphone. Ses yeux verts, tellement semblables à ceux de sa mère, remplis de cette cruauté désinvolte que seuls les adolescents maîtrisent. Oh, s'il te plaît, Thomas. Tu agis comme si tu étais une sorte de héros. Tu es juste là, comme un meuble qui paie les factures. Sophie a ri. Elle a vraiment ri. Le son était aigu et amer, traversant la cuisine comme du verre brisé. Elle n'a pas tort. À quand remonte la dernière fois où nous avons vraiment eu besoin de toi pour autre chose que ton portefeuille? Je les ai regardées toutes les deux. Ces 2 personnes que j'avais aimées, pourvues et protégées, et quelque chose en moi est devenu très, très calme. Pas en colère. Ça viendrait plus tard. Juste calme. Comme le moment avant un orage quand tous les oiseaux s'arrêtent de chanter. Vous voulez que je disparaisse, ai-je demandé. Mon Dieu, oui, a dit Léa en levant les yeux au ciel. Peut-être qu'alors maman et moi pourrions vraiment apprécier de vivre ici au lieu de marcher sur des œufs autour de ta mauvaise humeur constante. Je ne suis pas de mauvaise humeur, ai-je dit. Tu es absolument de mauvaise humeur, a ajouté Sophie, remplissant son verre de vin. Toujours à rôder, nous faisons nous sentir coupables de nous amuser. Sais-tu à quel point c'est épuisant de faire semblant d'être heureuse dans un mariage qui est mort il y a des années? Les mots auraient dû faire plus mal. Auraient dû me mettre en colère, me rendre triste ou désespéré de me battre pour ce que nous avions construit ensemble. Au lieu de cela, ils m'ont juste fatigué. Une fatigue profonde, qui vous broie l'âme. J'ai regardé autour de notre cuisine, les comptoirs en granit pour lesquels j'avais économisé des mois. Les appareils en acier inoxydable que Sophie avait insisté pour avoir. Les photos de famille sur le réfrigérateur où j'étais toujours un peu à l'écart de Sophie et Léa, comme une réflexion après coup que quelqu'un aurait rajouté sur Photoshop plus tard. D'accord, ai-je dit. Elles ont toutes 2 arrêté de parler et m'ont regardé. D'accord, quoi, a demandé Sophie. D'accord, je vais disparaître. Je me suis retourné et suis sorti de la cuisine, laissant les courses renversées sur le sol. Derrière moi, j'ai entendu Léa dire « enfin ». Et le rire de Sophie m'a suivi dans l'escalier. Dans notre chambre, ma chambre, puisqu'apparemment Sophie dormait dans la chambre d'amis depuis 6 mois, j'ai sorti le sac de voyage que j'utilisais pour mes déplacements professionnels. J'avais appris à voyager léger durant mes années en tant qu'officier de la police judiciaire avant de prendre ma retraite et de lancer mon entreprise informatique. Un sac, seulement l'essentiel, prêt à bouger à tout moment. Des vêtements pour une semaine, un ordinateur portable et des disques externes. De l'argent liquide que je gardais dans le coffre de la chambre, environ 3 000 € dont Sophie ignorait l'existence, mon passeport.
le SIG Sauer que j'avais conservé légalement grâce à ma licence de tir sportif, et enfin mon alliance. J'ai tenu l'anneau en or à la lumière, me souvenant du jour où Sophie l'avait glissé à mon doigt. Elle pleurait des larmes de joie, promettant de m'aimer et de m'honorer pour le reste de nos vies. Je l'ai posée sur sa table de nuit où elle serait sûre de la voir. En fermant la fermeture éclair du sac, je pouvais les entendre en bas, leur voix remontant par les conduits d'aération. « Tu penses qu'il part vraiment ?» a demandé Léa. « S'il te plaît » a répondu Sophie. « Il nous fait probablement juste une de ces scènes dramatiques. Il sera de retour demain matin, s'excusant et nous suppliant de lui pardonner. » Mon Dieu, j'espère que non. J'en ai tellement marre de faire semblant de l'aimer. Toi et moi pareil, ma chérie. Toi et moi pareil. J'ai mis mon sac sur l'épaule et suis descendu. Elles étaient toujours dans la cuisine. Sophie ouvrait maintenant une bouteille de champagne tandis que Léa prenait des selfies avec le désordre que j'avais laissé par terre. Probablement en train de prévoir de les posters sur les réseaux sociaux avec une légende sur la masculinité toxique ou les divas. Elles n'ont même pas levé les yeux quand je suis passé devant elles pour aller à la porte d'entrée. « Où vas-tu » a lancé Sophie, mais son ton était ennuyé comme si elle demandait la météo. « Je disparais » ai-je dit. « Comme tu le voulais. » J'ai entendu le bouchon du champagne sauter alors que je fermais la porte derrière moi. Elle me voyait comme une bonne poire. Le patient Thomas. Le Thomas silencieux. Le type qui payait les factures et réparait le Wi-Fi et ne se plaignait jamais quand Sophie dépensait 300 € pour un sac à main ou quand Léa accidentait sa voiture pour la 2e fois en 6 mois. Ce qu'elle ne voyait pas, ce qu'elle n'avait jamais pris la peine d'apprendre, c'était l'homme que j'avais été avant de devenir leur assistant personnel. J'avais passé 12 ans dans la police judiciaire, spécialisée dans la protection des témoins et le grand banditisme. Je savais comment faire disparaître les gens, comment créer de nouvelles identités, comment effacer l'existence entière de quelqu'un du monde numérique. J'avais relocalisé des familles, caché des témoins et traqué des fugitifs qui se croyaient intouchables. Plus important encore, je savais comment fonctionne la vie moderne, comment tout est connecté, comment une seule personne peut contrôler l'existence de toute une famille juste en sachant quelle ficelle tirer. En m'éloignant de la maison dans mon Toyota Land Cruiser, le seul véhicule qui était immatriculé uniquement à mon nom, j'ai commencé à prendre des notes mentales. La maison achetée avec mon crédit immobilier, mon nom sur l'acte de propriété, Sophie ajoutée plus tard comme épouse, mais sans apport financier. Les voitures, la BMW de Sophie et la Fiat Saint-Saëns de Léa, toutes deux financées par mon crédit, toutes deux avec moi comme emprunteur principal. La boutique de Sophie, financée entièrement par une ligne de crédit commercial que j'avais co-signée, garantie par notre maison. Les frais de scolarité de l'école de commerce de Léa, ses frais de vie étudiante, ses cartes de crédit, tous connectés à des comptes que je contrôlais. Les cours de yoga de Sophie, son abonnement au club de vin, ses soins mensuels au spa, tout débité sur des cartes que je payais. J'avais construit leur vie entière, et j'étais la seule chose qui maintenait le tout. Sur une aire d'autoroute à la sortie de la ville, je me suis garé et j'ai ouvert mon ordinateur portable. La beauté d'être un spécialiste de la tech, c'est qu'on apprend à tout documenter. J'avais les mots de passe, les numéros de compte, les échéanciers de prélèvement automatique et un accès numérique à chaque aspect de notre vie financière. Sophie pensait que j'étais juste le gars qui réparait son ordinateur quand il devenait lent. Elle n'avait aucune idée que je surveillais silencieusement nos finances depuis des années, la regardant dépenser l'argent comme de l'eau pendant que mon entreprise luttait pour suivre ses dépenses. La boutique seule avait perdu 47 000 € au cours des 2 dernières années. Sophie continuait de demander plus d'argent, prétendant qu'elle construisait sa marque et que le succès était juste au coin de la rue. J'avais vu les vrais chiffres. Elle vendait peut-être 3 articles par semaine tout en payant un loyer pour une vitrine dans le quartier le plus cher de la ville. Les dépenses universitaires de Léa avaient dépassé 60 000 € cette année. Pas seulement les frais de scolarité, mais ses soirées, ses voyages de printemps, et une habitude de shopping qui rendrait une influenceuse jalouse. Elle n'avait jamais eu de petit boulot, n'avait jamais rien payé elle-même, n'avait même jamais appris à gérer un budget. Elles vivaient toutes les deux dans un monde imaginaire financé par ma réalité. Il était temps de les réveiller. J'ai commencé par les choses simples. La banque en ligne, les comptes de carte de crédit, les paiements automatiques. J'avais accès à tout parce que c'était moi qui avais tout mis en place. Sophie était un désastre technologique. Elle pouvait à peine utiliser son iPhone sans aide. D'abord,
j'ai transféré l'argent de nos comptes joints vers mon compte professionnel. Ce n'était pas du vol, juste déplacer mon propre argent là où elle ne pouvait pas y accéder. Ensuite, j'ai appelé les sociétés de cartes de crédit et j'ai retiré Sophie et Léa comme utilisatrices autorisées. Ensuite, j'ai annulé les virements automatiques pour le loyer de la boutique de Sophie, les frais d'école de Léa, et une douzaine d'autres dépenses mensuelles que je couvrais. Au moment où j'ai fini, il était plus de minuit. J'ai pris une chambre dans un hôtel bon marché et j'ai essayé de dormir, mais mon esprit ne s'arrêtait pas. Dans quelques heures, leur monde soigneusement construit allait commencer à s'effondrer, et elles n'auraient aucune idée du pourquoi. Mon téléphone vibrait de SMS, mais je les ai ignorés. Laissons-les se demander où j'étais. Laissons-les commencer à comprendre à quoi ressemblait la vie sans moi pour tout tenir ensemble. Je me suis réveillé avec 17 appels manqués et 43 SMS. Les appels avaient commencé vers 7 heures du matin, l'heure habituelle de réveil de Sophie, et les messages montraient une progression claire de l'agacement à la confusion puis à la panique. Sophie, 7h15, où es-tu? Léa a besoin qu'on l'emmène au campus. Sophie 7h47, Thomas, ce n'est pas drôle. Rappelle-moi. Sophie, 8h23, ma carte a été refusée chez Starbucks. Il doit y avoir une erreur. Sophie, 9h15, le paiement du loyer de la boutique a été rejeté. Appelle la banque et règle ça. Sophie 10h02, où est-ce que tu es bordel? Léa me dit que le paiement de son école a rebondi et il menace de ne pas la laisser passer ses partiels. Règle ça maintenant. Sophie, 11h30, Thomas, je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais ce n'est pas drôle. Rentre à la maison et répare ce que tu as fait à nos comptes. Sophie, 12h15, s'il te plaît, rappelle-moi. J'ai peur. Je les ai tous supprimés sans répondre. L'hôtel avait du café gratuit et des viennoiseries rassis dans le hall. Je me suis assis là avec mon ordinateur portable pour surveiller la situation que j'avais créée. Mon téléphone continuait de vibrer, mais j'avais coupé le son. Toutes les quelques minutes, je voyais l'écran s'allumer avec un nouvel appel de Sophie ou de Léa. Vers midi, j'ai décidé de passer devant la maison, pas pour y retourner, juste pour voir comment elles géraient leur nouvelle réalité. La BMW de Sophie n'était plus dans l'allée, probablement saisie par la société de leasing. Le paiement était dû hier, et avec le prélèvement annulé et ses cartes gelées, elle n'avait pas pu le couvrir. La voiture de Léa était toujours là, mais il y avait un avis scotché sur le pare-brise. Annulation d'assurance, très probablement. Alors que je regardais depuis le bout de la rue, une camionnette d'EDF s'est arrêtée. 2 techniciens sont sortis et se sont dirigés vers le côté de la maison où se trouvait le compteur électrique. J'avais programmé la coupure de courant pour aujourd'hui, pas par méchanceté, mais parce que le contrat était à mon nom et que je n'y vivais plus. La porte d'entrée s'est ouverte et Sophie est sortie en courant, encore en pyjama, les cheveux en bataille. Je pouvais la voir gesticuler frénétiquement vers les techniciens, essayant probablement d'expliquer qu'il y avait eu une erreur. L'un des techniciens lui a tendu une tablette. Elle a signé quelque chose, probablement un formulaire pour maintenir le courant temporairement, mais cela nécessiterait un nouveau contrat à son nom et une caution importante. De l'argent auquel elle n'avait plus accès. Mon téléphone a sonné à nouveau, le nom de Sophie sur l'écran. Cette fois, j'ai répondu. Thomas, Dieu merci, dit-elle, la voix tremblante. Je ne sais pas ce qui se passe. Mes cartes ne marchent pas. Le paiement de la boutique a été rejeté, et ils essaient de couper notre électricité. Il doit y avoir une sorte d'usurpation d'identité ou. Il n'y a pas d'usurpation d'identité, dis-je calmement. Silence à l'autre bout. Qu'est-ce que tu veux dire, demanda-t-elle. Je veux dire que j'ai supprimé ton accès à mes comptes. Tous. La maison est à mon nom. Les voitures sont financées par mon crédit. Ta boutique est financée par la trésorerie de mon entreprise. J'ai construit ta vie, Sophie, et maintenant je la reprends. Tu ne peux pas faire ça, dit-elle. Mais sa voix était petite et incertaine. En fait, si, je peux. Vérifie les papiers un jour. Tu n'es pas sur l'acte de propriété de la maison. Tu n'es pas l'emprunteuse principale sur aucun des prêts. Tu es juste une utilisatrice autorisée sur des comptes qui m'appartiennent. Mais nous sommes mariés. C'est notre vie ensemble. Non, dis-je, c'est ma vie que je partageais avec toi. Il y a une différence. Je pouvais l'entendre pleurer maintenant.
des sanglots doux qui m'auraient ému hier. Aujourd'hui, il ressemblait juste aux larmes de quelqu'un qui avait enfin réalisé les conséquences de ses choix. Thomas, s'il te plaît, chuchota TL. Rentre à la maison. On peut en parler. Je suis désolé pour ce qu'on a dit hier soir. On ne le pensait pas. Si, vous le pensiez, dis-je. Vous pensiez chaque mot. Vous vouliez que je disparaisse, alors je l'ai fait. Le problème, c'est que quand j'ai disparu, j'ai emporté tout ce qui était réellement à moi avec moi. Où es-tu? Je suis parti, Sophie, comme tu le voulais. J'ai raccroché et éteint le téléphone. Au cours des 3 jours suivants, j'ai regardé leur monde s'effondrer à distance. J'avais loué un petit appartement meublé à l'autre bout de la ville, payant le premier mois et la caution en liquide. Ce n'était rien de chic, un 2 pièces, des meubles basiques, mais c'était calme, propre et c'était à moi. Personne ici n'attendait de moi que je paie ses factures ou répare ses problèmes ou fasse semblant d'être heureux dans une vie qui me tuait à petit feu. Je continuais de surveiller la situation via mon ordinateur portable. La boutique de Sophie avait été fermée par le propriétaire après le 2e loyer impayé. Léa avait été interdite d'accès aux examens pour non-paiement des frais de scolarité. Le courant avait été coupé à la maison après que Sophie n'ait pas pu réunir la caution pour un nouveau contrat. Mon entreprise se portait en fait mieux que jamais sans la ponction constante des dépenses de Sophie. Je pouvais me permettre d'investir dans un meilleur équipement et du marketing. J'avais même embauché un assistant à temps partiel, un étudiant nommé Théo, qui étudiait l'informatique et avait besoin d'expérience. Patron, dit Théo le jeudi matin, levant les yeux d'un ordinateur portable qu'il réparait. Votre téléphone vibre depuis ce matin. Tout va bien? J'ai jeté un coup d'œil au téléphone que j'avais rallumé ce matin-là. 20 appels manqués, tous de Sophie, quelques-uns de Léa, même un de la mère de Sophie, Martine, qui vit dans le sud. Drame familial, dis-je. Rien que je doive gérer pour l'instant. Théo hocha la tête et retourna à son travail. C'était un bon gamin. Il me rappelait moi à cet âge. Avide d'apprendre et prêt à travailler dur pour ce qu'il voulait. Le genre de personne que je pensais que Léa pourrait devenir si elle avait un jour à faire face aux conséquences réelles de ses actes. Vers l'heure du déjeuner, Sophie s'est présentée à mon atelier. Elle avait l'air terrible. Ses cheveux habituellement parfaits étaient gras et tirés en une queue de cheval négligée. Elle portait les mêmes vêtements que je lui avais vus il y a 2 jours, et son maquillage avait coulé comme si elle avait pleuré. La BMW avait disparu, remplacée par ce qui ressemblait à une voiture de location bas de gamme. Thomas, dit-elle en franchissant la porte, la voix brisée. Il faut qu'on parle. Théo leva les yeux de son établi, sentant la tension. J'ai fait un signe de tête vers l'arrière-boutique. Prends ta pause déjeuner, Théo. Il y a 20 balles sur mon bureau. Prends un truc à la boulangerie d'à côté. Il n'eut pas besoin qu'on le lui dise 2 fois. Un gamin intelligent. Quand nous fûmes seuls, Sophie s'effondra sur la chaise en face de mon bureau. Elle avait l'air épuisée, vaincue d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Je ne comprends pas ce qui se passe, dit-elle. Tout s'effondre. Ils ont repris ma voiture. L'électricité a été coupée. Léa a dû revenir à la maison car on ne pouvait pas payer son loyer étudiant ce mois-ci. Ma boutique est cadenassée et je ne peux pas récupérer mon stock tant que je ne paie pas 3 mois de loyer en retard. Ça a l'air dur, dis-je, sans lever les yeux de l'ordinateur sur lequel je travaillais. Thomas, s'il te plaît, regarde-moi. J'ai levé les yeux pour croiser les siens. Elle avait l'air d'avoir pris 5 ans en une semaine. Je suis désolée, dit-elle. Nous sommes toutes les deux désolées. Ce que nous avons dit l'autre soir était cruel et stupide, et nous ne le pensions pas. Nous étions juste frustrés. Tu sais comment devient Léa quand elle est stressée par l'école, et j'étais tellement inquiète pour la boutique. Alors vous avez décidé de vous défouler sur moi. Oui. Non, je veux dire. Elle passa ses mains dans ses cheveux. Je ne sais plus ce que je veux dire. Je sais juste que j'ai besoin que tu rentres et que tu nous aides à arranger ça. Il n'y a rien à arranger, Sophie. C'est ce que tu voulais. Tu voulais que je parte, alors je suis parti. Tu voulais voir à quoi ressemblait ta vie sans moi dedans. Alors, voilà. C'est servi. Mais je ne peux pas vivre comme ça, dit-elle, la voix montant. Nous ne pouvons pas vivre comme ça.
Sais-tu ce que c'est d'essayer d'expliquer aux gens pourquoi notre courant a été coupé, pourquoi ma voiture a été saisie, pourquoi Léa a dû quitter son école? Non, dis-je. Je ne sais pas ce que c'est parce que je suis celui qui a empêché que ça arrive pendant les 8 dernières années. Elle me fixa et pour la première fois, je pus voir une réelle compréhension poindre dans ses yeux. Tu as fait ça exprès, chuchota-t-elle. Je n'ai rien fait à part arrêter de tout faire. Il y a une différence. Tu nous punis. Non, Sophie. Je vous laisse expérimenter les conséquences naturelles de vos choix. Vous avez choisi de me traiter comme si je ne valais rien. Vous avez choisi de me dire de disparaître. Vous avez choisi de construire un style de vie que vous ne pouviez pas réellement vous permettre sans mon aide. Je ne vous protège tout simplement plus de la réalité. Elle resta silencieuse un long moment, regardant ses mains. Qu'est-ce que tu veux, demanda-t-elle finalement. De l'argent? Des excuses? Que faudra-t-il pour que tu rentres et que tu arranges ça? Je veux que tu comprennes quelque chose, dis-je. Je ne suis pas parti parce que j'étais en colère. Je suis parti parce que j'avais fini. Fini d'être pris pour acquis. Fini d'être traité comme un distributeur de billets sur pattes. Fini de faire semblant que ce que nous avions était un mariage au lieu d'un arrangement financier. Ce n'était pas juste financier, protesta-t-elle. Nous avons eu de bons moments. Nous nous aimions. Quand, demandai-je. À quand remonte la dernière fois où tu as dit que tu m'aimais sans demander de l'argent dans la même conversation? À quand remonte la dernière fois où tu as semblé heureuse de me voir franchir la porte au lieu d'être agacée que j'interrompe ce que tu faisais? Elle ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma. C'est ce que je pensais, dis-je. 2 semaines après mon départ, la mère de Sophie m'a appelé. J'ai failli ne pas répondre. J'ignorais les appels de Sophie et Léa depuis des jours, mais Martine avait toujours été correcte avec moi. Elle était le seul membre de la famille de Sophie qui m'avait toujours traité comme plus qu'un simple portefeuille ambulant. Thomas, dit-elle quand je décrochais, je suis désolée de te déranger, mais je suis morte d'inquiétude pour Sophie et Léa. Elles m'ont appelé en pleurant, disant que tu les avais abandonnées et laissées sans rien. Ça ne ressemble pas à l'homme que je connais. J'ai expliqué la situation, pas les détails cruels, mais les faits de base. Que Sophie et moi nous étions séparés, que j'avais retiré son accès à mes comptes, et qu'elle luttait financièrement en conséquence. Oh, Thomas, dit Martine avec un soupir. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Ça n'a plus d'importance maintenant, dis-je. Si, ça compte. Je connais ma fille, et je sais qu'elle peut être difficile, capricieuse. J'ai essayé de mieux l'élever, mais après son père et moi. Le divorce. Je pense que j'ai surcompensé. Je lui ai trop donné, j'ai trop peu exigé. Ce n'est pas ta faute, Martine. Peut-être pas, mais je suis quand même désolé. Tu as été bon avec elle, meilleur qu'elle ne le méritait. Y a-t-il une chance que vous arrangiez les choses? Je ne pense pas, dis-je. Trop de choses ont été dites, trop de dégâts ont été faits. Je comprends, mais Thomas, quoi qu'il arrive entre toi et Sophie, ne laisse pas ça te rendre amer. Tu es un homme bien. Ne laisse pas leurs erreurs changer ça. Après avoir raccroché, je me suis assis dans mon appartement en pensant à ce que Martine avait dit. Est-ce que je devenais amer? Est-ce que je punissais Sophie et Léa par méchanceté? Ou est-ce que je me protégeais simplement d'un nouvel abus? La réponse est venue le lendemain quand Théo m'a raconté une conversation qu'il avait entendue près des universités. Patron, je ne devrais probablement pas vous dire ça, dit-il, l'air mal à l'aise. Mais j'ai entendu des filles parler de votre belle-fille hier. Elle riait de la façon dont son beau-père, son pigeon, avait finalement compris qu'elle le détestait et lui avait coupé les vivres. J'ai levé les yeux de la carte mère que j'examinais. Qu'ont-elles dit exactement? L'une d'elles a dit que Léa se vantait depuis des mois de la facilité avec laquelle elle vous manipulait pour payer des trucs. Comment elle et sa mère se moquaient de vous dans votre dos, vous appelant le DAB et le portefeuille sur pattes. Elles ont dit qu'elle était choquée quand vous êtes vraiment parti parce qu'elle pensait que vous étiez trop pathétique pour vous défendre un jour. Le tournevis dans ma main s'est plié sous la pression de ma poigne. Il y a plus, dit Théo doucement. Elles ont dit qu'elle racontait aux gens que vous étiez contrôlant, que vous gériez tout l'argent et ne les laissiez avoir aucune indépendance. Elle essaie de se faire passer pour la victime. J'ai posé le tournevis et pris une grande inspiration. Alors, c'est comme ça qu'elles allaient jouer. Je n'étais pas l'homme qui les avait soutenues pendant des années.
J'étais le mari contrôlant qui avait maltraité sa famille financièrement. Patron, ça va? Je vais bien, Théo. Merci de me l'avoir dit. Mais je n'allais pas bien. J'étais en colère d'une manière que je n'avais pas été depuis mes jours dans la police quand je devais traquer des hommes qui faisaient du mal aux innocents et pensaient pouvoir s'en sortir par le mensonge. Ce soir-là, je suis repassé devant la maison. La lumière était revenue. Sophie avait dû trouver l'argent quelque part, probablement emprunté à sa mère ou à des amis. Mais le jardin était en friche. Le courrier s'empilait sur le porche. Et je pouvais voir par les fenêtres qu'elles avaient vendu certains meubles. Alors que je regardais, une voiture s'est garée dans l'allée. Un homme en est sorti, grand, bien habillé, conduisant une Mercedes. Je l'ai reconnu. David Mercier, un avocat que Sophie avait mentionné avoir rencontré lors d'un événement de réseautage. Il a marché jusqu'à la porte d'entrée comme s'il était déjà venu. Sophie a ouvert la porte dans une robe que je lui avais achetée pour notre anniversaire il y a 2 ans. Elle a souri à David d'une manière dont elle ne m'avait pas souri depuis des mois, peut-être des années. Je suis resté là pendant 20 minutes, regardant par les fenêtres alors qu'ils buvaient du vin et riaient ensemble. À un moment donné, Sophie s'est penchée et l'a embrassé. Alors c'était comme ça. Moins de 3 semaines après m'avoir dit de disparaître, elle était déjà passée à quelqu'un de nouveau, quelqu'un avec de l'argent pour résoudre ses problèmes. Je suis rentré à mon appartement et j'ai passé la soirée à planifier mon prochain mouvement. Si Sophie voulait réécrire l'histoire et faire de moi le méchant, très bien. Si elle voulait dire aux gens que j'étais contrôlant et nuisible, très bien. Si elle voulait me remplacer par quelqu'un de nouveau avant même que nous soyons divorcés, très bien. Mais il y aurait des conséquences pour ses choix aussi. J'ai déposé une demande de divorce un lundi matin. Pas n'importe quel divorce, un divorce pour faute, citant l'adultère. J'avais des photos de la voiture de David dans notre allée, des relevés de cartes de crédit montrant des achats qu'elle ne pouvait pas se permettre seule, et le rapport d'un détective privé documentant sa relation. Les papiers lui ont été remis à la boutique, ou plutôt au café où elle rencontrait des investisseurs potentiels pour essayer d'obtenir de l'argent pour rouvrir son commerce. Selon mon avocat, elle a fondu en larmes devant 3 bailleurs de fonds potentiels. Mais ce n'était pas la confrontation que je prévoyais. La vraie confrontation a eu lieu 2 jours plus tard à l'école de Léa. Elle avait raconté à ses amis que j'étais un beau-père manipulateur qui avait abandonné sa famille. Elle avait lancé une cagnotte en ligne type Litchi pour aider à payer ses frais de scolarité, prétendant être victime de maltraitance financière et avoir besoin d'aide pour échapper à un environnement familial toxique. La page avait récolté près de 3 000 € auprès de gens bien intentionnés qui pensaient aider une étudiante maltraitée. J'ai imprimé des captures d'écran de la cagnotte ainsi que des copies de chaque paiement de scolarité que j'avais fait, chaque paiement de voiture, chaque facture de carte de crédit que j'avais couverte pour elle au cours des 4 dernières années. Puis j'ai conduit jusqu'au campus. J'ai trouvé Léa à la cafétéria entourée d'un groupe d'amis, planifiant probablement comment dépenser l'argent de sa cagnotte. Elle a levé les yeux quand elle m'a vu approcher et son visage est devenu pâle. « Thomas, dit-elle, la voix tremblante. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis ici pour avoir une conversation sur l'honnêteté, ai-je dit assez fort pour que ses amis entendent. Spécifiquement sur la différence entre être abandonné et faire face aux conséquences. J'ai sorti les pages imprimées et les ai posées sur la table devant elle. Ce sont des copies de chaque paiement que j'ai fait pour toi au cours des 4 dernières années, ai-je dit. Frais de scolarité, logement, paiement de voiture, assurance, carte de crédit, voyage, soirées étudiantes. Le total s'élève à environ 240 000 €. Ses amis fixaient les papiers, puis Léa, puis moi à nouveau. Et ça, ai-je dit en sortant les captures d'écran de la cagnotte, c'est toi racontant aux gens que j'utilisais l'argent pour te contrôler et que je t'ai abandonné quand tu avais besoin d'aide. Thomas, s'il te plaît, chuchota Léa. On peut en parler en privé. Non, ai-je dit, tu as rendu cela public quand tu as décidé de mentir à mon sujet en ligne, donc nous allons résoudre cela publiquement. Je me suis tourné vers ses amis, qui semblaient de plus en plus mal à l'aise. Saviez-vous que Léa n'a jamais eu de petit boulot? N'a jamais payé une seule chose elle-même, n'a même jamais fait sa propre lessive parce que nous avions une femme de ménage que je payais? Thomas, arrête, dit Léa, les larmes commençant à couler. Saviez-vous quelle est sa mère m'appelait le distributeur de billets dans mon dos? Qu'elle riait de la facilité avec laquelle on pouvait me manipuler pour payer des choses? Une de ses amies, une fille que je reconnaissais des dîners de famille, prit la parole.
Léa, est-ce que c'est vrai? Léa regarda autour de la table ses amis, réalisant que ses mensonges s'effondraient en temps réel. Ce n'est pas. C'est plus compliqué que commença-t-elle, puis s'arrêta. Ce n'est vraiment pas compliqué, ai-je dit. Tu m'as traité comme une ordure, tu m'as dit de disparaître, et je l'ai fait. Maintenant tu découvres ce que coûte la vie quand tu dois payer toi-même. Et au lieu d'apprendre de l'expérience, tu essaies d'escroquer de l'argent à des inconnus en mentant sur mon compte. J'ai sorti mon téléphone et leur ai montré la page de la cagnotte. Alors, voici ce qui va se passer, ai-je continué. Tu vas fermer cette arnaque de collecte de fonds et rembourser chaque centime aux gens qui ont donné. Tu vas poster des excuses publiques expliquant que tu as menti sur le fait d'être abandonné et maltraité. Et tu vas arrêter de dire aux gens que j'étais autre chose que l'homme qui t'a soutenu pendant 8 ans alors que tu ne contribuais à rien. Et si je ne le fais pas, demanda Léa, essayant de paraître défiante, mais semblant surtout effrayée. Alors je posterai toutes ces informations financières en ligne, avec des captures d'écran des SMS que tu m'as envoyés me traitant de raté et me disant à quel point tu étais heureuse que je sois partie. Je m'assurerai que tout le monde sache exactement quel genre de personne tu es vraiment. La table était silencieuse. Ses amis regardaient Léa comme s'ils la voyaient pour la première fois. Tu as 24 heures, ai-je dit en rassemblant mes papiers. Après ça, je rends tout public. En m'éloignant, j'ai entendu une de ses amies dire, Léa, c'est quoi ce délire? Tu nous as dit qu'il ne t'avait jamais aidé pour rien. Je ne suis pas resté pour entendre sa réponse. L'appel est venu de Marc, mon ancien partenaire de la PJ. Nous étions restés en contact au fil des ans, et il avait toujours été quelqu'un sur qui je pouvais compter pour un franc-parler et des conseils solides. Thomas, dit-il quand j'ai répondu, j'ai entendu dire par la bande que tu traverses un divorce difficile. J'ai pensé que tu voudrais savoir. Ta femme pose des questions sur tes finances. Plus précisément, elle essaie de savoir si tu as des actifs cachés de ton époque dans la police. Quel genre d'actifs? Le genre qui pourrait ne pas apparaître sur une déclaration financière standard. Comptes offshore, crypto-monnaies, argent liquide. Elle a engagé un expert comptable judiciaire pour éplucher tes dossiers. Je me suis adossé à mon siège de bureau en assimilant cette information. Sophie essayait de trouver de l'argent qui n'existait pas, espérant probablement réclamer la moitié de tout ce qu'elle pourrait découvrir. Il y a autre chose, continua Marc. Elle pose aussi des questions sur tes états de service. Spécifiquement, si tu as déjà fait quelque chose qui pourrait être considéré comme douteux. Douteux comment? Comme si tu avais peut-être pris de l'argent sur des saisies ou aidé des témoins à disparaître pour de mauvaises raisons. Elle cherche quelque chose qu'elle peut utiliser pour te discréditer ou peut-être même te faire l'objet d'une enquête de l'IGPN. La colère qui couvait dans ma poitrine depuis des semaines s'est soudainement transformée en fureur totale. C'était une chose pour Sophie de mentir sur notre mariage, de réécrire l'histoire pour se faire passer pour la victime. C'en était une autre totalement qu'elle essaie de détruire ma réputation et potentiellement ma liberté. Marc, j'ai besoin d'une faveur, dis-je. Dis-moi. J'ai besoin que tu organises une réunion. Sophie, son avocat, moi et mon avocat. Quelque part de neutre, quelque part d'officiel. Je veux en finir une fois pour toutes. 3 jours plus tard, nous nous sommes rencontrés dans une salle de conférence au tribunal. Sophie a amené son avocat spécialisé en divorce et son expert comptable. J'ai amené mon avocat et Marc, qui était là en sa capacité officielle de commandant de police. Sophie a semblé surprise de voir Marc, mais elle a essayé de garder son calme alors que nous nous asseyions tous autour de la table de conférence. Madame Dubois, commença mon avocat, nous sommes ici parce que vous avez fait certaines allégations concernant le caractère et les transactions financières de mon client. Nous aimerions aborder ces allégations directement. L'avocate de Sophie, une femme élégamment vêtue nommée Patricia Wells, se pencha en avant. Ma cliente a parfaitement le droit d'assurer une divulgation financière complète dans cette procédure de divorce. Si Monsieur Dubois a des actifs cachés. Je n'ai pas d'actifs cachés, l'interrompis-je. Mais puisque vous vous intéressez tant à mon passé, laissez-moi clarifier quelques points pour vous. J'ai sorti un dossier et l'ai posé sur la table. Ce sont mes dossiers financiers complets remontant à 15 ans. Relevé bancaire, déclaration d'impôt, bilan d'entreprise, tout. Vous constaterez que chaque euro que j'ai gagné est justifié et correctement déclaré. L'expert comptable de Sophie tendit la main vers le dossier, mais je levai la mienne. Mais avant que vous ne regardiez ça, dis-je,
Parlons des allégations que tu as faites, Sophie. Tu as raconté aux gens que j'étais financièrement contrôlant. Tu as suggéré que j'aurais pu être impliqué dans des activités illégales pendant mon temps dans la police. Tu as essayé de me dépeindre comme une sorte de criminel. Je n'ai jamais dit que tu étais un criminel, protesta Sophie. Marc prit la parole. En fait, Madame Dubois, vous l'avez fait. Vous avez contacté 3 de nos anciens collègues, posant des questions sur le dossier de service de Thomas, spécifiquement s'il avait déjà fait l'objet d'une enquête pour corruption. Vous avez aussi engagé un détective privé pour enquêter sur ses finances, suggérant qu'il pourrait être impliqué dans du blanchiment d'argent ou du vol d'actifs. Le visage de Sophie devint pâle. J'essayais juste de comprendre. Tu essayais de me détruire, dis-je. Parce que tu ne pouvais pas accepter que tes actions aient des conséquences. Parce que tu ne pouvais pas admettre que tu avais gâché un bon mariage pour aucune autre raison que ton propre égoïsme. J'ai ouvert le dossier et étalé les documents financiers. Voici la vérité, Sophie. Chaque centime que j'ai, je l'ai gagné honnêtement. Chaque bien à mon nom, je l'ai acheté avec l'argent que j'ai gagné en dirigeant mon entreprise ou économisé sur mon salaire de flic. Il n'y a pas de compte caché, pas d'actifs secrets, pas de flux de revenus mystérieux. Son comptable scannait déjà les documents, son expression devenant de plus en plus confuse à chaque minute. Mais voici ce que tu n'as pas compris, continuai-je. Quand tu m'as dit de disparaître, quand tu as clairement fait savoir que tu me voyais comme rien de plus qu'une source d'argent, tu as renoncé à toute prétention sur ce que j'avais construit. Pas légalement, nous laisserons le tribunal régler ça, mais moralement. J'ai sorti une autre liasse de documents. Ce sont les relevés de chaque dépense que j'ai couverte pour toi et Léa au cours des 8 dernières années. Les paiements de la maison, les voitures, les cartes de crédit, le financement de la boutique, les frais de scolarité. Le total dépasse les 400 000 €. Sophie fixait les chiffres, la bouche légèrement ouverte. 400 000 € que j'ai dépensés en essayant de te rendre heureuse, en essayant de te donner la vie que tu voulais, en essayant d'être le mari et le beau-père dont je pensais que vous aviez besoin. Et en retour, tu m'as traité de moins que rien. Tu m'as dit de disparaître. Tu t'es moqué de moi dans mon dos et tu as appris à ta fille à faire de même. J'ai rassemblé les papiers et les ai remis dans le dossier. Alors, voici ma dernière offre, dis-je. On peut faire ça de la manière facile ou de la manière difficile. La manière facile, c'est un simple divorce par consentement mutuel. On partage les biens équitablement. Tu obtiens une pension compensatoire raisonnable pour une durée limitée et nous passons tous les deux à autre chose. La manière difficile, c'est que je maintiens la procédure pour faute. J'exige le remboursement de chaque euro dépensé pour ton entreprise en faillite. Et je m'assure que tout le monde sache exactement pourquoi notre mariage a pris fin. L'avocate de Sophie chuchotait urgemment à son oreille, mais Sophie n'écoutait pas. Elle me fixait avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Pas de la colère, pas de la tristesse, mais quelque chose comme de la reconnaissance. Je ne savais pas, dit-elle doucement. Je ne savais pas que tu tenais les comptes de tout ça. Je ne tenais pas les comptes par vengeance, dis-je. Je tenais les comptes parce que je t'aimais. Parce que je voulais te donner tout ce dont tu avais besoin pour être heureuse. Il m'a fallu 8 ans pour réaliser que ce dont tu avais besoin n'était pas de l'argent ou des objets ou une plus grande maison. Ce dont tu avais besoin, c'était de respecter la personne qui te donnait ces choses. La pièce resta silencieuse un long moment. Finalement, l'avocate de Sophie prit la parole. Nous prendrons l'option du consentement mutuel. Bien, répondit mon avocat. Nous ferons rédiger les papiers d'ici la fin de la semaine. Alors que nous remballions pour partir, Sophie me retint par le bras. Thomas, dit-elle, pour ce que ça vaut, je suis désolé pour tout. Je l'ai regardée, vraiment regardée pour la première fois depuis des mois. Elle paraissait plus vieille, fatiguée, usée par les conséquences de ses choix. Pendant un moment, j'ai presque eu pitié d'elle. Je sais que tu le hais, dis-je. Mais désolé ne change pas ce qui s'est passé. Désolé ne me fera pas te faire confiance à nouveau. Ne me donne pas envie de redevenir ton assistant personnel. Je sais, chuchota-t-elle. Je sais. Je suis sorti de cette salle de conférence en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Pas heureux exactement, mais libre. Libre du stress constant d'essayer de faire en sorte que quelqu'un m'aime alors qu'il était incapable d'apprécier ce que j'offrais.
Libre de l'effort épuisant de financer un style de vie pour des gens qui me voyaient comme rien de plus qu'un moyen pour arriver à une fin. 6 mois plus tard, j'étais assis sur la terrasse d'un petit chalet que j'avais acheté dans les Vosges, regardant mon nouveau chien, un croisé berger allemand que j'avais sauvé du refuge local, chasser les écureuils dans le jardin. Le divorce avait été finalisé il y a 3 mois. Sophie a obtenu la moitié de la valeur de la maison après que je l'ai vendue, plus une pension limitée pour 2 ans. Léa avait été transférée dans une université publique et travaillait à temps partiel pour aider à payer ses dépenses. Apparemment, devoir contribuer à sa propre éducation lui avait donné une nouvelle appréciation de sa valeur. J'avais vendu mon entreprise de réparation à Théo, qui s'était révélé plus que capable de la gérer. La vente m'avait donné assez d'argent pour acheter le chalet comptant et lancer une nouvelle activité de consultant aidant les petites entreprises avec leur sécurité informatique. Je pouvais travailler de n'importe où, fixer mes propres horaires et choisir mes propres clients. C'était calme ici, paisible. Personne n'attendait de moi que je paie ses factures ou répare ses problèmes ou fasse semblant d'être heureux dans une vie qui me détruisait. J'avais des voisins, mais c'était le genre de gens qui respectaient les limites et comprenaient que parfois un homme veut juste qu'on le laisse tranquille. Mon téléphone sonnait occasionnellement. Sophie avait appelé quelques fois le premier mois après le divorce, généralement quand elle avait des problèmes avec une question pratique. Le chauffe-eau, l'assurance voiture, les impôts. J'avais écouté poliment et lui avais donné les coordonnées de professionnels qui pouvaient l'aider, mais je n'ai pas proposé de réparer quoi que ce soit moi-même. Léa avait appelé une fois environ 2 mois après mon déménagement dans les Vosges. Elle avait l'air différente, moins prétentieuse, plus incertaine. Thomas, avait-elle dit, je voulais m'excuser pour tout. Je sais que j'ai été affreuse avec toi et je sais que tu ne le méritais pas. Merci, avais-je répondu. J'apprécie ça. Je voulais aussi demander, est-ce que ce serait possible que je vienne te rendre visite un jour? Je sais que les choses sont différentes maintenant, mais tu as été dans ma vie pendant longtemps, et j'ai l'impression d'avoir gâché ça sans aucune bonne raison. J'ai réfléchi un long moment. Peut-être avais-je dit finalement. Mais pas en tant que ton beau-père et pas en tant que quelqu'un qui va résoudre tes problèmes pour toi. Si tu veux venir, ce devra être en tant que 2 adultes qui essaient de construire un type de relation différent. Je comprends, avait-elle dit. J'aimerais ça. Elle n'avait pas encore rappelé, mais je pensais qu'elle le ferait peut-être un jour. Les gens changent quand ils doivent faire face aux conséquences réelles de leurs actes. Parfois ils deviennent amers, parfois ils deviennent meilleurs. J'espérais que Léa choisirait le meilleur. Quant à Sophie, j'avais entendu par des amis communs qu'elle sortait avec David Mercier, l'avocat que j'avais vu à la maison. Selon les rumeurs, il l'aidait à relancer sa boutique, la finançant de la même manière que je l'avais fait pendant 3 ans. Je me demandais si elle avait appris quoi que ce soit de notre mariage ou si elle répétait juste le même schéma avec quelqu'un de nouveau. De toute façon, ce n'était plus mon problème. Mon chien, je l'avais nommé Rangé, est revenu trottiner vers la terrasse et s'est installé à mes pieds. C'était un bon compagnon, loyal sans être collant, content de partager l'espace sans exiger une attention constante. Le soleil se couchait sur les montagnes, peignant le ciel de nuances orange et rose. Quelque part au loin, je pouvais entendre le bruit d'un rapace appelant à travers la vallée. C'était le genre de moment qui aurait été gâché dans l'ancienne version de ma vie quand j'étais trop occupé à travailler pour payer les factures d'autres personnes pour remarquer la beauté autour de moi. Mon téléphone a vibré avec un SMS. Pendant un moment, j'ai envisagé de l'ignorer. J'étais devenu bon pour ignorer les appels et les messages que je ne voulais pas traiter. Mais la curiosité l'a emporté. C'était de Théo, en ville. Patron, je voulais juste vous dire que l'affaire marche super bien. Merci de m'avoir donné ma chance. J'espère que vous profitez de la retraite. J'ai souri et tapé en réponse, pas à la retraite, juste relocalisé. Content que ça marche pour toi. En rangeant le téléphone, j'ai réalisé que quelque chose avait changé en moi au cours des 6 derniers mois. La colère avait disparu. L'amertume contre laquelle Martine m'avait mis en garde n'avait jamais vraiment pris racine. Je n'étais pas consumé par des pensées de vengeance ou de regret. J'étais juste libre. Libre de construire une vie selon mes propres termes avec des gens qui appréciaient ce que j'avais à offrir. Libre de dire non à des exigences qui n'avaient pas de sens. Libre de m'éloigner de situations qui n'étaient pas bonnes pour moi. Sophie et Léa avaient voulu que je disparaisse. Et d'une certaine manière, je l'avais fait.
La version de moi qui avait été prête à tout sacrifier pour des gens qui ne l'appréciaient pas avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui connaissait sa propre valeur et ne se contenterait pas de moins que ce qu'il méritait. Ranger s'étira et bâilla, puis posa sa tête sur mes pieds. Les montagnes étaient des silhouettes sombres contre le ciel étoilé. Demain, je travaillerai sur un nouveau projet de consultation en sécurité, peut-être que je ferai une randonnée jusqu'au lac. Je passerai certainement du temps à lire sur la terrasse. C'était une vie simple, mais c'était la mienne. Et pour la première fois depuis des années, c'était assez. Alors que je me levais pour rentrer, mon téléphone a sonné une fois de plus. Le nom de Sophie sur l'écran. Je l'ai regardé un long moment, me souvenant de toutes les fois où j'avais tout laissé tomber pour répondre à ses appels. Toutes les crises que je m'étais précipité pour résoudre. Tous les problèmes que j'avais réparés sans qu'on me le demande. Puis j'ai souri, éteint le téléphone, et je suis rentré pour me préparer à dormir. Certains appels ne valent pas la peine de répondre. Certaines personnes ne valent pas la peine d'être sauvées des conséquences de leur propre choix. Et certaines disparitions sont exactement ce dont tout le monde avait besoin, même s'ils ne le réalisaient pas